Bonjour à tous, vous m'entendez ? Merci beaucoup pour cette invitation, je suis ravie de participer à cette journée. Donc en effet, je suis psycholangagiste, c'est ça ? Psycholinguiste. Et donc je vais vous parler des premières étapes et des premiers mécanismes de l'émergence du langage chez les tout petits. J'ai une formation en sciences cognitives et ma spécialité c'est vraiment le langage, les étapes les plus précoces, avant même la naissance, dès que le système auditif est fonctionnel in utero à partir de 6-7 mois de grossesse. Et à partir du moment où les bébés peuvent donc entendre la voix de leur mère et donc commencer à traiter ce signal de parole. Je vais donc vous présenter ces premières étapes et j'irai à peu près jusqu'à la 2e année. Je suis aussi très intéressée par la psychologie comparative, donc les comparaisons humain-animal. Je vous en parlerai un tout petit peu dans le cadre du langage. Et je travaille sur le bilinguisme. Je ne vais pas en parler particulièrement dans mon intervention, mais si vous aviez des questions ensuite, je suis bien sûr preneuse. Donc en psychologie du développement, nous étudions les capacités cognitives en évolution. Donc c'est encore plus passionnant que de travailler chez l'adulte, qui lui a une cognition figée, dont il est expert de son langage notamment, puisque avec les bébés, on voit sans arrêt des changements très rapides. Donc on essaye de décrire par quelles étapes il faut passer pour atteindre ces capacités adultes, les mécanismes qui sont disponibles à différents stades de maturation cérébrale et cognitive et qui vont permettre au bébé de démontrer une certaine compétence à un certain âge. Et puis on s'attelle aussi à comprendre les déficits qui sont observés dans certains syndromes développementaux comme l'autisme, la dyslexie, la dyspraxie, etc. pour les expliquer et pour bien sûr les détecter et y remédier le plus tôt possible. Et en retour, l'étude de ces déficits nous apprend des choses sur le développement normal. J'en parlerai assez peu aujourd'hui. Je vais plutôt me centrer sur les étapes et les mécanismes et ensuite j'ouvrirai un peu sur les contextes de cette acquisition du langage avec l'interaction sociale, le cadre particulier de la lecture partagée adulte-enfant et puis un petit peu les écrans. Vous le savez déjà tous et toutes, les bébés ne maîtrisent pas la fonction du langage quand ils naissent et pourtant en à peine 3 ans, c'est très court et c'est miraculeusement rapide, ils vont atteindre un niveau de maîtrise qui est quasi total, c'est-à-dire qu'à 3-4 ans, il leur reste peut-être encore quelques exceptions de la syntaxe à apprendre, le vocabulaire, il faut qu'ils grandissent, etc. Ils ont le langage écrit qui va arriver, mais enfin, au niveau du langage oral, ils sont déjà des experts de l'apprentissage des mots, ils sont capables d'apprendre des nouveaux mots tous les jours, et ils maîtrisent l'essentiel de la grammaire de leur langue maternelle. Avant de vous décrire plus en détail quelques étapes et de les illustrer par des études pionnières de sciences cognitives, je vais revenir un peu sur ce que c'est que le langage. Qu'est-ce que c'est que cet objet dont on parle, cette fonction, pour bien se représenter le challenge que les bébés ont face à eux. Le langage est une capacité spécifiquement humaine. Pourtant, beaucoup d'espèces animales possèdent des systèmes de communication qui sont parfois très sophistiqués. On va voir un exemple. Mais le langage a ça de spécifique qu'il réunit un certain nombre de caractéristiques qu'on ne retrouve que chez l'homme. Par exemple, et on les retrouve dans toutes les langues, bien sûr, c'est universel. Toutes les langues qui sont parlées, les quelques 6000 langues et plus qui sont parlées sur Terre, ont toutes ces caractéristiques, y compris les langues qui sont signées. Le sortir de l'ici et du maintenant, c'est ce qui nous permet de référer à des objets ou des événements qui ne sont pas présents dans l'espace et dans le temps dans lequel on se situe, donc le futur, le passé, l'imaginaire, tous les mondes possibles que l'on peut évoquer. Ça n'existe que dans le langage. L'inventivité, la productivité du langage, le fait que chaque phrase que nous entendons, nous l'entendons pour la première fois, mais nous avons les outils pour toutes les comprendre, et chaque phrase que nous produisons, souvent avant même que la phrase soit finie, on ne sait pas exactement comment elle va se finir. Et nous sommes capables de l'inventer au fur et à mesure, très très rapidement.
La double articulation, c'est la caractéristique qui consiste à assembler des éléments qui en eux-mêmes n'ont pas de sens pour créer du sens. Et la seconde articulation, qui est l'assemblage d'éléments qui ont du sens, comme les phonèmes, les morphèmes, les mots, pour former une phrase qui, elle, a un sens supplémentaire. Il y a également le fait que les messages que nous produisons avec le langage, ils peuvent être faux, ils peuvent être trompeurs, ils peuvent être dépourvus de sens aussi. Et puis, nous avons une capacité à apprendre toute autre langue que la nôtre, que la langue avec laquelle nous avons grandi. C'est difficile, ça demande beaucoup de motivation, d'apprentissage explicite, etc. Mais c'est possible. Alors que les animaux, entre eux, une fois qu'ils ont appris leur système de communication, ce système reste relativement figé. Et puis nous avons la réflexivité, qui est une caractéristique centrale dans le langage, qui est la capacité de communiquer sur la communication elle-même. Donc une capacité métalinguistique comme ça, qui n'existe aussi que dans le langage. Donc tout ça fait que ces caractéristiques linguistiques, elles font du langage une capacité unique, et c'est également un des systèmes les plus complexes qui soit décrit. Un exemple de communication animale qui est assez sophistiqué, c'est celui des abeilles. Alors les abeilles, quand une ouvrière va trouver de la nourriture, elle exécute une série de mouvements stéréotypés pour indiquer un certain nombre d'informations. Par exemple, de quel butin il s'agit, à quelle distance il se situe. Donc elles vont faire des ronds si le butin est à moins de 100 mètres et faire des 8 si le butin est à plus de 100 mètres. Et puis les autres abeilles, pour se renseigner, pour capter ce message, elles vont utiliser leurs antennes, elles vont se coller à l'abeille qui leur transmet un message. Donc vous voyez que quand on songe à la taille relativement petite d'un cerveau d'abeille, c'est déjà très impressionnant, mais que le message est assez limité. Le nombre et le système est relativement figé aussi. Les scientifiques du XXe siècle ont beaucoup étudié comme ça les systèmes de communication des animaux, et ils se sont dit, dans les années 30, ça a commencé, qu'après tout, nos cousins les plus proches, les primates non humains, chimpanzés, bonobos, etc., pourraient peut-être apprendre le langage. Donc il y a eu des tentatives, vous en avez peut-être déjà entendu parler, à partir des années 30, des familles de psychologues, typiquement, ont adopté des bébés chimpanzés. Et ils les ont éduqués avec leurs enfants, comme leurs enfants, avec l'idée qu'ils devraient apprendre le langage, puisque l'exposition, c'est tout ce qui leur manque. Alors, ça a été un échec. Les bébés chimpanzés, les enfants chimpanzés, ont appris beaucoup de choses. Ils ont appris à se brosser les dents, à se coucher à l'heure, à jouer avec les enfants manuellement. Ils sont très forts, etc. Donc tout ça, il n'y avait pas de problème. Le langage, rien du tout. Donc, plus tard, dans les années 70, on a réalisé que forcément, ils ne pouvaient pas produire le langage puisqu'ils n'avaient pas l'appareil phonatoire et tout le système articulatoire que les êtres humains ont. Donc, pour y remédier, on a essayé de leur apprendre des systèmes soit de langue des signes, soit de langue basée sur des signes visuels, comme ça. Et puis, on ne les a pas élevés dans des familles, mais on les a élevés au laboratoire. Il y a eu plein d'expériences, donc vous avez peut-être entendu parler de Washoe, de Sarah, Coco, Nimchinsky, Candy. Donc tout ça, ça a couvert la fin des années 60 jusqu'aux années 80. Et à nouveau, ça a été des demi-réussites, voire carrément des échecs, puisque l'apprentissage de ces primates allait jusqu'au sémantisme, c'est-à-dire qu'ils étaient capables d'associer du sens avec un signe arbitraire, et donc ils étaient capables d'apprendre le sens de plusieurs centaines de mots pour certains d'entre eux. Mais malheureusement, ils produisaient de façon spontanée très très rarement, et uniquement pour demander quelque chose quand ils ont faim, typiquement, ou quand ils ont envie de proximité. Ils ne produisaient jamais de séquences complexes, donc leur phrase ne faisait que 1 à 3 signes maximum. Ils n'ont jamais utilisé la grammaire, donc il semblerait que la syntaxe, ce soit très difficile d'accès pour eux. Et globalement, ce qu'on a observé, c'est qu'ils ne dépassaient pas le niveau d'un enfant de 2 ans et demi, et encore, un enfant de 2 ans et demi, il joue déjà avec les mots,
il va changer des sons, faire des nouveaux mots, etc. Donc là, sur le plan de la méthodologie et aussi de la déontologie, ces études manquaient pas mal de rigueur scientifique parce qu'on avait des attentes très fortes. On voulait absolument apprendre aux chimpanzés la langue, et donc la moindre coïncidence était surinterprétée comme une preuve qu'ils réussissaient, qu'ils avaient accès au langage. Et puis, au niveau déontologique, c'était aussi une méthode un peu contestable, puisque on peut considérer que si ces espèces n'ont pas développé le langage, eh bien c'est parce que ils ont évolué dans un environnement différent, avec des contraintes différentes, et qu'ils ont leur système de communication. Donc, pourquoi est-ce qu'ils auraient besoin de nous, les humains, pour acquérir notre système à nous ? Aujourd'hui, ce genre d'études n'existe plus, bien sûr. Par contre, beaucoup de chercheurs, de primatologues, d'éthologues, de psychologues, de neuroscientifiques cherchent à identifier dans les autres espèces des capacités qui sont précurseurs des capacités humaines, notamment pour le langage, mais pas seulement. Et par exemple, on a mis en évidence récemment, chez une espèce très éloignée de la nôtre, les oiseaux chanteurs, une capacité d'abstraction dans la structure de leur chant qui ressemble beaucoup à la capacité d'abstraction dont on a besoin pour apprendre la syntaxe, pour maîtriser la syntaxe. Pourtant, les oiseaux existent depuis le temps des dinosaures, donc ils sont très éloignés de nous, donc dans l'arbre généalogique, on ne peut pas dire que c'est par eux qu'on a hérité cette capacité-là, mais ça montre que donc, dans l'évolution, à deux moments très différents, dans deux espèces, deux contextes très différents, une même capacité cognitive a pu être nécessaire, a pu évoluer. Dans un cas pour les oiseaux, pour leur fonction du chant, et pour nous, pour le langage. Donc ce programme de recherche de psychologie comparative, il est en revanche très très actif, et il apporte beaucoup de connaissances concernant l'évolution du langage et de la cognition. Voilà, maintenant qu'on sait de quelle fonction on parle, de quel type de système et à quel point il est unique, voyons quelles sont les étapes qu'on a pu identifier par les travaux des sciences cognitives sur l'acquisition du langage. On va discerner deux domaines d'acquisition, la production et puis la perception. En tant que chercheur, quand on travaille sur l'acquisition du langage, quand on travaille sur la production du langage, eh bien, on écoute, on enregistre les bébés et on note ce qu'ils font et on analyse des corpus. Pour la perception, il faut être un peu plus astucieux, puisque par définition, les bébés ne nous disent pas ce qu'ils comprennent, où ils en sont de leur capacité de perception de la parole. Donc, de plus en plus de techniques ont été développées par les sciences cognitives, à la fois comportementales et d'imagerie. Et donc, je profiterai de chaque étape que je vais décrire pour vous présenter une petite étude, pour vous donner une idée des méthodes qu'on utilise. Et pour commencer, on va écouter une des premières étapes un peu clés de la production, qui est le début du babillage. Alors là, c'est à 3 mois. Donc souvent, on situe plutôt le babillage à 6-7 mois, parce qu'à cet âge-là, à 6-7 mois, on entend beaucoup de syllabes différentes, on entend beaucoup de consonnes et de voyelles différentes. Mais dès 3 mois, on commence à entendre, vous allez peut-être l'entendre au milieu des bruits de bouche et des bruits un peu de respiration, on commence à entendre une première voyelle. Donc vous l'avez entendu, c'est un A. Et effectivement, les voyelles sont plus faciles à produire parce qu'il suffit d'ouvrir la bouche. Et surtout le A. Donc j'ai fait quelques étapes. Je vais donner des âges indicatifs. Bien sûr, ce sont des moyennes. Il y a une grande variabilité dans les étapes de l'acquisition du langage et cette variabilité est normale. Mais donc en moyenne, ces sons vocaliques commencent à apparaître dans... Vous m'entendez toujours ? Oui.
dans le premier babillage à 3 mois. À 7 mois, ce babillage va être constitué de plusieurs consonnes, plusieurs voyelles et assembler des syllabes, des suites de syllabes, voire même des suites de syllabes avec des différences de plus en plus fines. À 11 mois, on va reconnaître dans le babillage l'intonation, le rythme de la langue maternelle particulièrement à laquelle le bébé est exposé. À 12 mois, ils commencent à produire leurs premiers mots. À 18 mois, ils vont commencer à associer 2 mots, très simples, faire des énoncés de plus de 2 mots. Et à 24 mois, à produire leur première phrase courte, grammaticalement correcte. Et puis parallèlement, en perception, eh bien c'est d'une certaine façon encore plus, bien sûr plus précoce. Donc on considère que si une capacité est apparue en production, c'est qu'elle est déjà en germe au niveau perceptif depuis quelques mois déjà. Alors dès la naissance, les bébés naissent en reconnaissant la voix de leur mère. Et ça vraiment dès les premiers jours, donc à la maternité. On va voir un exemple d'étude. Ils perçoivent également les sons de la parole de manière universelle, contrairement à l'adulte. C'est par exemple très difficile pour l'adulte de différencier des contrastes phonétiques qui n'existent pas dans sa langue maternelle. Donc en anglais, par exemple, il y a 2 i différents, alors qu'en français, nous n'en avons qu'un. Et donc il va différencier des mots comme par exemple sheep, qui veut dire mouton, et ship, qui veut dire bateau. Et ça, ce sont des contrastes auxquels nous ne sommes pas habitués, puisque nous n'avons pas grandi avec, alors que les nouveau-nés naissent avec une capacité de discriminer tous les contrastes qui existent. À 4 mois, ils reconnaissent leurs premiers mots, et on va voir l'exemple du prénom. À 6 mois, ils commencent à spécialiser leur capacité perceptive pour les contrastes vocaliques de leur langue maternelle. Autrement dit, ce sont les voyelles qui vont d'abord être perçues préférentiellement. À 7 mois, on va voir un exemple aussi d'étude. On a démontré que des règles abstraites, élémentaires, qui étaient portées par des syllabes, étaient extraites par les bébés et généralisées à d'autres syllabes. C'est une démonstration d'une capacité d'abstraction qui est indispensable et qui est précurseur pour apprendre la grammaire. À 8 mois, les bébés commencent à segmenter la parole, les phrases en mots, donc à repérer les mots dans les phrases. À 11 mois, la perception se spécialise de plus en plus pour les contrastes consonantiques cette fois-ci. Donc à la fin de l'année, en gros, la perception de la parole n'est plus universelle, elle est devenue spécialisée pour les sons qui sont dans la langue maternelle. Et à 18 mois, ils sont capables de comprendre plusieurs dizaines de mots. Ils entrent dans la période de l'explosion du vocabulaire et ils sont capables d'apprendre des nouveaux mots tous les jours. Un premier exemple concernant la reconnaissance de la voix de la mère à la naissance. Donc je vous l'ai dit déjà, ils sont déjà familiarisés avec la voix de leur mère. Non seulement ils la perçoivent acoustiquement, un peu filtrée bien sûr par les tissus biologiques et par le liquide, mais ils la perçoivent aussi au niveau de la peau par les vibrations des cordes vocales qui sont transmises par les tissus. Donc ils en ont une expérience assez globale, pas seulement auditive. Et une étude dans les années 80 a démontré, en utilisant la succion non nutritive, qui est une technique qui n'existe plus trop aujourd'hui parce qu'on a des meilleurs moyens, mais qui a permis d'avoir les premières connaissances sur les capacités de perception des nouveau-nés. Cette technique utilise le fait que la succion est un comportement automatique à la naissance. Si on met une tétine dans la bouche d'un bébé, il va avoir tendance à la téter. Donc on lui met la tétine dans la bouche. Cette tétine est reliée à un ordinateur qui mesure la fréquence de la succion de l'enfant et on va lui faire écouter des sons. Cette étude-là, elle est couplée à une sorte de conditionnement. Donc on va lui faire écouter soit la voix de sa mère qui lit une histoire, soit la voix d'une autre femme qui lit la même histoire. Et en fonction de sa fréquence de succion,
le bébé ne va pas entendre la même voix. Donc pendant quelques minutes, il va essayer plusieurs taux de succion et s'apercevoir de ce changement. Et petit à petit, il va ajuster son rythme de succion de façon à entendre la voix de la mère. C'est ce qu'il préfère. Donc il va très vite être capable de contrôler son propre comportement pour ajuster ce qu'il entend. Donc c'est la première étude dans les années 80, en 1980, qui a démontré que les bébés étaient capables de reconnaître la voix de leur mère et dès les premiers jours. À propos de la perception universelle des sons de parole, on a utilisé la même technique de succion non nutritive, c'était un peu avant, dans les années 70. En cette fois-ci, présentant toujours la même syllabe, ba, qui se répète pendant plusieurs minutes d'affilée. Et puis tout d'un coup, on leur présente une syllabe différente, avec un contraste phonétique différent, pa, en phase test. Donc voilà les résultats. Vous avez tout en haut le taux de succion de base. Et puis, quand on produit le son bas, quand l'enfant entend le son bas, toujours des nouveau-nés, ils vont augmenter ce taux de succion parce ça crée un regain d'intérêt pour ce stimulus auditif. Mais vous voyez la troisième barre, qu'au bout de 5 minutes à entendre toujours le même son bas, c'est un peu ennuyeux, et donc leur niveau d'éveil va diminuer, et ils vont diminuer leur taux de succion. Donc là maintenant, soit dans un groupe de bébés, on a présenté un nouveau contraste phonétique, le son pas, et dans l'autre groupe de bébés, on a présenté une autre syllabe ba qui, alors là, croyez-moi sur parole, qui est aussi différente d'un point de vue acoustique que la syllabe pas, mais qui ne constitue pas un changement phonétique. Croyez-moi sur parole. Dans le premier groupe, les bébés qui ont entendu le son pas, que croyez-vous qu'il arriva? Donc ça crée un regain d'intérêt. Ils perçoivent donc la différence entre le bas et le pas. Mais on pourrait dire peut-être qu'ils perçoivent uniquement une différence acoustique et non pas un contraste phonétique, un contraste qui va plus tard distinguer différents mots entre eux. Eh bien si, puisque dans le deuxième groupe, ceux qui ont entendu une deuxième syllabe bas éloignée acoustiquement, ceux-là ont continué à s'ennuyer. Et donc pour eux, cette différence n'était pas aussi pertinente puisqu'elle n'a pas suscité une réaction particulière. Donc, le résultat révèle que ce n'est pas la distance acoustique qui est pertinente dans cette différenciation, mais c'est vraiment le contraste phonétique. Et c'est important parce que ça veut dire que les bébés traitent les sons de parole déjà comme le font les adultes, en distinguant particulièrement les frontières acoustiques qui sont des frontières phonétiques. Et ça sera important pour distinguer les syllabes et les mots entre eux. Et puis, avec le temps, ils vont être exposés uniquement aux contrastes phonétiques qui sont dans la langue qui est parlée dans leur environnement. Et du coup, ils vont perdre la capacité à discriminer les contrastes phonétiques qui ne sont pas utiles, en fait, qui ne sont pas dans la langue maternelle. Ça a été mis en évidence avec le contraste il y a 2 T. Le T, un peu comme le nôtre en français, et puis un T dental qui existe en hindi. T, et qui est assez difficile à produire, mais encore plus à percevoir quand on n'a pas grandi avec le hindi. Donc des bébés de 8 mois ont entendu cette répétition de T, et puis à 6-8 mois, vous voyez qu'ils sont à 100% de détection du contraste. Ce sont des bébés qui ne sont pas hindis, ce sont des bébés américains. À 6-8 mois, donc, ils ont toujours la perception universelle des contrastes consonantiques, en tout cas. Et donc, ils sont capables de percevoir ce contraste parfaitement bien, aussi bien que pour nous, un P est différent d'un B. Plus tard, la deuxième barre, c'est à 8-10 mois, on est descendu à 75%. Et puis, à 10-12 mois, on est à 20%. Donc, très vite, en l'espace de 6 mois, vous voyez que la capacité de discriminer ces phonèmes non natifs, elle s'est diminuée, elle s'est affinée comme ça. Et en fait, les bébés développent la phonologie de leur langue maternelle. Donc ils ne peuvent pas garder, ils se spécialisent pour les sons qu'ils entendent tous les jours, ils ne peuvent pas garder éternellement
cette universalité de la perception phonologique. Ça ne veut pas dire que c'est trop tard à partir de 12 mois pour apprendre les langues étrangères. Bien sûr que non, il reste beaucoup de plasticité, donc ça n'est pas irréversible. Mais en tout cas, au cours de la première année, on voit que les sons de la parole deviennent de plus en plus natifs, de plus en plus spécifiques de la langue maternelle. Qu'en est-il maintenant du lexique ? Comment est-ce que les bébés apprennent à reconnaître les mots ? Alors, à 4 mois, ils sont capables de reconnaître leur prénom. Et puis, à 5 mois, ils commencent à être capables de reconnaître aussi, de percevoir ce prénom avec une certaine précision. Et donc, on a fait une étude pour tester cela. Cette fois-ci, dans une technique qui utilise le temps de regard. Donc, le bébé est assis sur les genoux de son parent, dans une cabine qui ressemble à celle-ci, où il a 3 lumières face à lui, 2 sur les côtés et une en face de lui. L'expérimentateur contrôle la présentation des sons à l'extérieur de la cabine. Et puis on va commencer par faire clignoter la lampe qui est en face de lui pour attirer son attention au centre. Dès qu'il a centré son attention, on va faire clignoter une des lampes qui est sur le côté. Dès que le bébé tourne la tête vers cette lampe, on commence à lui jouer un son. Donc dans ce cas-là, ça va être le bébé Victor qui entend « Victor, Victor, Victor », etc. des suites de cette voix qui l'appelle. Le bébé regarde un certain temps et puis quand il en a marre ou que la bande est finie, il retourne la tête vers le centre et on lui joue, cette fois-ci, on lui fait clignoter la lampe de l'autre côté. Il regarde de l'autre côté et là, le son va être « Zictor, 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 Zictor ». Et on va faire ça, on va alterner à gauche et à droite pendant 10-12 minutes. Après, c'est un peu critique, hein ? Donc on essaie que ce soit court. Mais ça suffit, avec un groupe de 30 bébés, pour savoir en fait combien de temps le bébé Victor a regardé vers chacun de ces différents mots, à savoir son prénom bien prononcé ou son prénom avec une erreur de prononciation qui est sur la première consonne et qui est une erreur très fine. On a fait exprès que le contraste phonétique soit le plus petit possible. Donc ça, c'est ce que 30 bébés ont entendu dans le premier groupe, le groupe consonne. Et on avait 30 autres bébés dont le prénom commençait par une voyelle, Alix par exemple, et qui, eux, ont entendu des sons comme Alix ou Elix. Pareil, un contraste minimal. Et ce qu'on a obtenu, c'est que les bébés qu'on appelle par un prénom avec une erreur de consonne s'en fichent un peu. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas marqué de préférence. Ils sont regardés l'un autant que l'autre, comme s'ils acceptaient cette version de leur prénom comme étant à peu près bonne. Tandis que les bébés qui ont eu un changement de voyelle, alors eux, ils ont fait une grande différence. Vous pourriez me dire, encore une fois, ça pourrait être une question de distance acoustique ou bien de préférence. Peut-être que par hasard, le mot Alix est plus attirant que le mot Elix. Ok, on a des groupes contrôle, des bébés qui ne s'appellent pas du tout ni Victor ni Alix et qui ont entendu ces mêmes sons. Eux, a priori, ils n'ont pas ce prénom, ils ne connaissent personne qui s'appelle comme ça, donc ils n'ont pas vraiment de raison d'avoir une préférence pour Victor ou pour Zictor. Et ce qu'on a observé chez ces bébés, c'est que effectivement, bien sûr dans le groupe consonne, mais encore plus dans le groupe voyelle, les bébés contrôle n'ont pas de préférence pour Alix. Donc cette différence qu'on observe dans le groupe test, elle est vraiment due à la préférence, à la reconnaissance du mot. Et à la reconnaissance du mot avec cette précision sur la voyelle initiale. Donc, si ça marche pour le prénom, je finis, c'est que ça doit marcher pour d'autres mots, bien sûr. Alors, le prénom est un mot un peu particulier, il est utilisé beaucoup en isolation par plein de gens différents avec l'enfant. On peut imaginer que c'est un mot un peu particulier. Mais les bébés à 4 mois connaissent aussi certaines parties du corps, mains, pieds, bouche, tout ça. Donc on peut imaginer qu'à cet âge-là, déjà, les bébés commencent à être sensibles à des contrastes phonétiques très fins dans les mots qui sont familiers. Concernant le développement lexical, une autre étude récente a montré que les bébés à 6-9 mois, quand on leur montre sur un écran 2 objets différents,
Ici, c'est une pomme et un sourire. Et qu'on leur dit, tu vois la pomme, regarde la pomme, elle est où la pomme? Eh bien, ils vont regarder plus vers l'objet dont on leur parle. On le sait parce qu'on utilise un eye tracker qui est un dispositif qui permet de suivre et d'enregistrer le regard de l'enfant, précisément à chaque instant sur l'écran. Donc ça prouve pas qu'il sait que le mot pomme réfère précisément à cet objet-là, mais ça prouve que au moins il sait que cet objet-là s'appelle plus pomme que le sourire. Donc ça a été testé avec des dizaines de mots et ça a donné des bons résultats pour pas mal de mots assez fréquents dans l'environnement des bébés. Donc le lexique, on voit que avant 6 mois, il commence à se construire et il va bien sûr se construire de plus en plus vite en fait. Qu'en est-il de la syntaxe? Alors, les bébés commencent à parler à 1 an pour les mots, les phrases à partir de 2 ans, les énoncés courts, et puis des phrases un peu plus complexes plus tard. Et en général, les phrases qu'ils prononcent à 24 mois sont encore assez incomplètes. Il ne va pas y avoir tous les petits mots fonctionnels. Mais en termes de perception, en revanche, ils sont très bons. Ils savent quelles sont les phrases qui sont grammaticales et quelles sont celles qui ne le sont pas. Je vais vous décrire un peu une étude qui a utilisé l'électroencéphalographie pendant l'écoute de phrases, d'histoires courtes avec certaines phrases qui comportaient des erreurs de grammaire. Donc c'est très facile avec les bébés, ils trouvent ça très amusant le casque EEG, à condition que l'expérimentateur en mette un aussi. Et donc ça nous permet, le EEG, de mesurer localement, avec une parfaite acuité temporelle, l'activité des neurones à l'instant où l'enfant traite la parole. Et comme ça, on peut observer différents patterns d'activité neuronale en fonction du type de phrase qu'on leur présente. Donc on leur présenterait, c'est un peu flou, différentes phrases grammaticales, par exemple « alors elle la mange » ou « elle prend la balle ». Donc ça, ce sont des phrases parfaites. Ou alors des phrases dans lesquelles il y a un petit problème. Par exemple, « elle prend la mange ». Ici, vous voyez qu'on a mis un verbe conjugué à la place d'un nom. Ou alors elle la balle ». Et là encore, on a fait l'inverse, on a remplacé un verbe par un nom. Et donc, on a lu ce type d'histoire au bébé avec ce type de phrase. Et ce qu'on observe en EEG, c'est que on a des cartes en fait, de l'activité cérébrale dans le cerveau, donc du courant électrique en réponse à ces phrases correctes et incorrectes, qui montrent une nette différence. Pour les verbes, les erreurs concernant les verbes et pour les erreurs concernant les noms. Et ce qui est assez impressionnant, c'est que ce ne sont pas du tout les mêmes réseaux qui détectent les deux types d'erreurs. Il y a déjà une spécificité dans le traitement cérébral de chaque type d'erreur grammaticale et ça apparaît très rapidement, avant même la fin de la phrase. Cette activité neuronale qui signe la détection de l'erreur grammaticale est apparue. Donc il y a déjà activé à 24 mois ce réseau de décodage de la syntaxe dans les phrases et il est déjà très semblable à celui de l'adulte. Toutes ces recherches dans les Baby Labs du monde donc, ont permis de documenter et de tracer ces étapes. J'en ai raconté quelques-unes, aussi bien en production qu'en perception. Mais ce qui intéresse aussi les chercheurs, c'est d'identifier quels sont les mécanismes que les bébés utilisent pour être capables de démontrer ces compétences. C'est-à-dire quels sont les outils cognitifs dont ils disposent à chaque moment et qui leur permettent de traiter la parole de façon à y trouver des sons, y trouver des mots, y trouver des règles. Un premier mécanisme a été identifié concernant le problème de la segmentation de la parole en mots. Donc ici, on a une représentation de la parole dans le temps avec l'amplitude en décibels. Pour la phrase « La vue de vos guitares nous réjouit ». Les silences, vous le voyez, ne correspondent pas du tout aux espaces entre les mots. Donc, d'une certaine façon, la parole est un signal
dans lesquels il n'y a pas de silence pour marquer les frontières entre les mots, c'est un signal continu. Et c'est ça que le bébé entend quand il naît. Il n'entend que des signaux continus, il entend assez peu de mots en isolation. Ce n'est pas comme ça que les adultes s'adressent au bébé. Donc comment est-ce qu'ils vont faire ? Quand on n'a pas encore de lexique, quand on ne connaît pas les mots, on ne peut pas repérer dans un signal continu la parole en mots. Et donc, a fortiori, comment est-ce qu'ils vont faire pour trouver les mots, pour les apprendre et se constituer un lexique ? Une des solutions qui a été identifiée, c'est les statistiques. Chaque mot est une séquence de syllabes toujours la même, qui revient dans plusieurs contextes, dans plusieurs phrases. Donc, il va être, figé, le mot est figé, mais il va être entouré de mots différents, de syllabes différentes. Et donc ça va créer une régularité statistique dans la façon dont les syllabes s'enchaînent dans la parole. Et une étude en 1996 a montré que les bébés dès 8 mois étaient capables de calculer, évidemment ils n'ont pas une calculette dans la tête, c'est un calcul très, très perceptif, de calculer statistiquement où se situent les mots dans les phrases. Donc, pour tester ça, on leur a présenté, on les a familiarisés avec une suite de syllabes qui dure 2 minutes, dans lesquelles il y a des suites de syllabes qui se suivent toujours entre elles. Donc ça, ce sont les mots, ce sont ce qu'on veut que les bébés repèrent comme étant des mots. Et puis d'autres suites de syllabes qui ne se trouvent qu'une seule fois. Donc par exemple, dans les mots, on a gola. La syllabe go est toujours suivie de la syllabe la. Tandis que pour les non-mots, la syllabe bou va être parfois suivie de go, parfois suivie de la, parfois suivie de ti, etc. Donc d'une certaine façon, on peut distinguer quelles vont être les séquences de syllabes consistantes de celles qui sont inconsistantes. Et on les a testés avec les mots et avec le non-mot, avec la même technique qui était utilisée pour le prénom, pour savoir s'ils ont une préférence pour l'un ou pour l'autre, et donc pour savoir s'ils ont distingué les mots des non-mots. Et la réponse est oui, ils sont capables, ils ont extrait, ils ont montré une claire différence d'attention envers ce qui constituait des mots dans cette suite de syllabes, de ce qui ne constituait pas des mots, et ce dès l'âge de 8 mois. Cette différence, elle est très robuste, on l'a répliquée dans plein d'études avec différentes syllabes, différents paramètres. Et donc d'une certaine façon, la façon dont on s'adresse au bébé, typiquement tout adulte, va s'adresser au bébé en répétant beaucoup les mots dans des phrases différentes. Tu me donnes la main, donne-moi la main, tu me la donnes, elle est où la petite main ? Tout ça, ça va permettre, en fait, ce qu'on fait spontanément en tant qu'adulte qui s'adresse à un bébé, ça va permettre au bébé d'entendre le même mot entouré de différents autres mots, et comme ça, de repérer les régularités statistiques, et donc de repérer les mots dans les phrases. Donc, pour extraire les mots dans les phrases, on sait que les bébés utilisent un mécanisme statistique, mais ce mécanisme statistique, il n'est pas très utile pour extraire les règles de grammaire, en revanche, parce que les règles de grammaire, à l'inverse des mots, elles sont abstraites. Elles ne sont pas portées par une unité qui se répète toujours la même, elles sont au contraire portées par différents mots qui sont jamais les mêmes, enfin qui sont rarement les mêmes. Donc, pour extraire les règles dans les phrases, il faut faire preuve d'une certaine abstraction, et ensuite les généraliser à des mots différents, appliquer les règles dans des mots différents. Comment font-ils ? Un autre mécanisme a été identifié très précocement dès 7 mois. Alors cette fois-ci, on a présenté au bébé encore une fois des mots inventés, les psycholinguistes inventent beaucoup de mots, qu'on a présenté au bébé pendant 2 minutes d'affilée, et qui portait 2 types de règles très élémentaires. Dans le premier groupe, c'était une règle ABB, donc gatiti, linana. On a toujours une syllabe A et 2 syllabes B répétées. Et puis dans le groupe 2, on leur a fait entendre des mots qui utilisaient les mêmes syllabes, mais avec une règle différente, cette fois-ci une règle ABA,
comme Gatiga, Linali, donc toujours 2 syllabes de chaque côté, une syllabe différente en deuxième position. Ils entendent ça pendant 2 minutes, et puis ensuite on va leur présenter les 2 types de règles, mais cette fois-ci portées par des syllabes qu'ils n'avaient pas entendues jusque-là. Donc, pour pouvoir reconnaître la règle ABB, par exemple, il faut que les bébés aient été capables d'extraire cette règle à partir des séquences qu'ils ont entendues en familiarisation et de l'appliquer aux nouvelles syllabes. Pareil pour ABA. Et c'est ce qu'on a trouvé, c'est-à-dire que les bébés qui avaient été familiarisés avec ABB ont préféré les mots qui continuaient de porter cette règle dans la phase test, et les bébés qui ont été familiarisés avec ABA ont préféré les mots qui continuaient de porter cette règle dans la phase test. Ça met en évidence que la règle, ils l'ont généralisée à partir des séquences de familiarisation pour pouvoir l'appliquer à des séquences entièrement nouvelles. Donc là, on est dans une capacité d'abstraction. Ils ont extrait une règle qui n'était pas explicitement présentée. Cette règle ABB, ABA, bien sûr, ça paraît très basique, mais c'est essentiellement ce qu'il faut faire pour repérer les règles grammaticales dans les phrases. C'est une règle très élémentaire, mais c'est une règle déjà. Et cet outil d'extraction, il a été ensuite mis en évidence dès la naissance, avec une technique d'imagerie qui se prête particulièrement aux nouveau-nés, qui s'appelle la NIRS, et qui consiste à utiliser de la lumière, à très faible intensité bien sûr, parce que les photons ont la propriété d'être absorbés par les tissus biologiques. Et ensuite, quand les photons donc, qui sont appliqués au niveau des sources de lumière traversent le cortex et arrivent au niveau des capillaires sanguins, ils vont être absorbés différemment par l'hémoglobine selon qu'elle est oxygénée ou non oxygénée. En tout cas, ce que ça nous permet de calculer, c'est combien les neurones travaillent, parce que plus les neurones travaillent, plus ils consomment de l'oxygène, de manière très locale. Donc on place comme ça sur la tête un petit casque avec des sources et des détecteurs de lumière, et on présente au bébé des sons. On a présenté les syllabes organisées avec les règles, ABB et ABC cette fois-ci. Et on a trouvé que déjà dans des zones importantes pour le traitement de la parole, au niveau temporal et frontal, il y avait une différence de traitement entre ces 2 types de règles, ce qui démontre qu'il y a déjà dès la naissance une capacité à traiter la parole qui utilise une certaine abstraction, avec un mécanisme précurseur du traitement syntaxique. Donc en conclusion de cette partie, ce que la recherche en sciences cognitives a mis en évidence pour l'acquisition du langage très précoce, c'est que les étapes se succèdent de manière très rapide, apparemment sans trop d'efforts, un peu très implicitement. Quand on compare à l'effort que ça nécessite d'apprendre une langue étrangère pour un adulte, c'est très différent comme processus. De manière non pas séquentielle, mais simultanément. Donc, autrement dit, on n'attend pas d'être capable de segmenter la parole en mots pour commencer à composer son lexique. On n'attend pas d'être capable de prononcer les premiers mots pour commencer à traiter la grammaire de la langue. Ça commence beaucoup plus tôt. Et tout va être en interaction les uns avec les autres. Donc, par exemple, pour la segmentation, le fait d'avoir de pouvoir de mieux en mieux segmenter la parole en mots va nourrir le lexique et l'apprentissage du vocabulaire chez les bébés. Et en retour, ça va permettre de segmenter encore mieux la parole et de repérer des mots encore plus complexes, dans des phrases encore plus complexes. Donc tous ces domaines, la phonologie, le lexique, la syntaxe, sont en interaction dans l'acquisition du langage, dans l'émergence précoce du langage. Ces étapes se déroulent grâce aux mécanismes de traitement de la parole. Beaucoup reste à élucider, je vous en ai présenté que 2, mais ça fait partie des programmes de recherche actuels des psycholinguistes, de savoir quels sont les mécanismes c'est-à-dire, pour l'instant, on en est à un stade
où on connaît assez bien les étapes, on sait par quelle capacité les bébés passent, mais on a encore énormément de travail pour comprendre comment ils font. C'est encore très mystérieux et ça paraît encore très miraculeux. Et donc, comme je l'ai dit, ces mécanismes-là, ils font justement partie de ce bagage unique à l'être humain, qui fait que le bébé naît en traitant le signal de parole de manière particulière, de manière à y détecter les mots et les règles de sa langue. Ces découvertes, elles sont toutes relativement récentes et elles ont été possibles grâce aux nouvelles techniques d'investigation comportementale et cérébrale qui sont développées et qui sont présentes dans de plus en plus de baby labs. Les baby labs se multiplient dans le monde, dans les villes. Et donc, je vous invite à chercher à Caen ou dans votre région, à voir si il y a un baby lab à Caen, à l'université, ça je le sais. Et donc, si vous voulez participer, n'hésitez pas à vous inscrire. Je vais parler un petit peu des contextes d'acquisition du langage. Et donc, je ne l'ai pas dit encore, mais vous l'avez peut-être compris. Pour acquérir le langage, il faut 2 ingrédients seulement. C'est pas beaucoup, mais il faut la prédisposition innée au langage, qui fait partie de notre patrimoine génétique. Les bébés apprennent leur langue naturellement, de même qu'à un certain âge, ils vont se lever pour marcher. Ils apprennent la parole. Mais ça ne suffit pas. Il faut l'exposition au langage. Il faut absolument être exposé à la parole. Sinon, elle n'apparaît pas. Et la quantité d'exposition à la parole est corrélée avec le développement. Et donc, par exemple, des cas d'exposition tardive ou insuffisante auront un impact très important sur le développement. Vous avez entendu parler des exemples d'enfants sauvages. Il y en a eu plein à travers l'histoire. Et très souvent, quand on les récupère tardivement et qui n'ont pas été exposés à la parole, ils n'apprennent jamais à parler. Bien sûr, ces exemples ne sont pas parfaits parce que non seulement ils n'ont pas été exposés à la parole, mais en plus, ils ont été privés de beaucoup d'autres choses. Donc, leur déficit développemental est massif. Mais il y a des exemples plus récents, des études actuelles d'enfants qui apprennent la langue des signes tardivement, à l'âge d'environ 8 ans. Parce que pour un groupe d'enfants, ils sont nés sourds, mais leur surdité est restée non détectée. Ça arrive de moins en moins, mais ça arrive encore dans certaines régions du monde. Alors que dans un autre groupe, ils sont nés entendants, mais ils ont eu un accident, ou une lésion, ou une infection, qui a fait qu'ils sont devenus sourds. Donc dans un cas, on a des enfants qui sont nés sourds, donc ils n'ont jamais été exposés à la parole, ni orale, ni signée, jusqu'à l'âge de 8 ans. Et dans un autre cas, on a des enfants qui ont appris le langage, mais qui maintenant doivent apprendre un nouveau langage, le langage signé, puisqu'ils n'entendent plus. Et quand on compare la rapidité d'acquisition de la langue des signes dans ces 2 groupes, on s'aperçoit que ceux qui ont déjà appris le langage oral sont bien plus rapides que ceux qui n'ont jamais été exposés à aucun type de langage. Donc ça démontre qu'effectivement, une exposition tardive a un impact sur le développement et la capacité d'apprendre le langage. Les chercheurs ont cherché beaucoup à déterminer quelle était la période critique. Est-ce qu'à partir d'un certain âge, c'était impossible, vraiment ? C'est difficile, il n'y a pas un âge particulier, ça dépend de beaucoup de facteurs. Donc on ne parle pas tellement de période critique, mais en tout cas, il y a une diminution de la plasticité cérébrale qui fait que plus on attend pour acquérir le langage, et plus ça va être difficile d'activer ces mécanismes. Et donc, concernant les contextes d'acquisition, il n'y a pas que la quantité de paroles qui est importante, mais aussi la qualité de l'exposition. Et notamment, de plus en plus d'études en sciences cognitives essayent de déterminer quels sont les facteurs de la qualité de l'exposition qui sont cruciaux, qui sont déterminants dans le développement du langage. Et elles ont identifié le contexte social, l'importance des indices sociaux. Une étude de 2003 a beaucoup marqué dans le domaine. C'était avec des enfants de 9 mois américains qui ont été exposés à 2 types d'expériences avec le chinois mandarin. Dans un cas, vous avez sur la gauche, les bébés ont été exposés pendant 4 semaines
12 sessions, donc pas mal de temps, pas mal d'expositions, à une locutrice du mandarin qui va lire avec eux des albums, jouer avec eux pendant un temps significatif. Et elle ne leur parle que chinois mandarin. Et puis dans l'autre groupe, les bébés ont été exposés à la même locutrice qui lit les mêmes albums, qui joue au même jeu, mais à travers l'écran de la télévision. Donc une expérience filmée, qui était de très bonne qualité. Donc on avait essayé de maintenir un maximum de paramètres. Le niveau sonore était le même, la qualité de l'image est excellente, il y a des zooms sur le visage de la dame quand elle parle, etc. Donc on essaye de faire en sorte que la seule différence entre ces deux conditions, c'est que dans un cas, on a une expérience qui est sociale, c'est-à-dire que les bébés reçoivent des indices sociaux au moment de l'expérience, alors que dans l'autre, quand on est face à un écran, il n'y a plus d'indices sociaux qui sont personnalisés, ce sont des indices sociaux qui sont destinés à l'autre bébé. Et ensuite, on les a testés à 10-12 mois sur la perception d'un contraste phonologique qui n'existe qu'en chinois mandarin. Donc, à 9-10 mois, ils perçoivent encore ce contraste phonologique, mais à 10-12 mois, je vous l'ai dit, normalement, ils ne devraient plus le percevoir puisque ce contraste est absent de la langue dans leur environnement. Et donc ce qu'on voit, c'est que les bébés américains qui étaient exposés au chinois dans le contexte social perçoivent toujours le contraste de chinois après 2 mois, donc à 12 mois, à la fin de la première année. Alors que ceux qui ont eu la même expérience à travers la télévision ne le perçoivent plus. Donc il y a un effet clair du contexte dans lequel ils ont été exposés à cette langue étrangère, à cette phonologie différente. Comment on est présent ? 10 minutes, ça fait pas ? Oui, ça me va. Donc, d'une certaine façon, en face à face, la locutrice, elle a forcément adapté son rythme, elle a adapté son débit, elle a donné des informations en réaction à ce que le bébé faisait, etc., auxquelles les bébés sont très sensibles et qui ont facilité l'apprentissage, qui ont maintenu ouverte cette perception universelle. Tandis que dans le cas de l'exposition à un écran, l'expérience linguistique est la même, mais par contre les indices sociaux ne sont pas les mêmes. Il n'y a pas de retour d'informations directes et personnelles pour le bébé. Et donc on peut imaginer que son attention n'est pas la même, sa motivation n'est peut-être pas la même, et du coup le résultat c'est qu'il n'a pas bénéficié de cette expérience différente. Donc je vais parler un petit peu d'un contexte toujours social et qui est la lecture partagée, la lecture adulte-enfant, et de ce que les études en psychologie du développement ont trouvé à ce sujet. Un des premiers aspects qui est intéressant, c'est comment les parents lisent-ils à leurs enfants. En effet, on ne s'exprime pas exactement de la même façon quand on utilise le support du livre. On va avoir tendance à utiliser un vocabulaire différent de celui qui est utilisé en langage spontané ou dans un contexte comme le jeu. On va aussi donner l'occasion au bébé de décontextualiser le langage, c'est-à-dire on va utiliser les mots, utiliser le vocabulaire qui est apporté par le livre, et puis lui demander de commenter les images en utilisant le même mot. Donc ça va lui permettre de décontextualiser le langage, ce qui est très important pour apprendre le vocabulaire à le maîtriser dans des contextes différents. On utilise aussi une syntaxe un peu plus complexe, des phrases un peu plus complexes. On évoque des concepts qu'on n'évoque pas forcément dans la vie de tous les jours. Et puis bien sûr, c'est une expérience éminemment sociale. Et donc les études montrent que entre 8 et 36 mois, à un âge où le langage se développe très rapidement, et donc notamment l'augmentation du vocabulaire, l'exposition à un vocabulaire qui est rarement utilisé dans les conversations de la vie quotidienne
va avoir un effet bénéfique sur le développement du vocabulaire. Le contenu auquel le bébé va être exposé est moins familier. Ça va conduire les parents à dévier à partir des images et donc, comme je disais, à décontextualiser le langage, ce qui est important pour plus tard l'apprentissage de la lecture, par exemple. Et il y a des effets à long terme qui ont été montrés. D'un point de vue social, c'est une expérience qui a un impact sur le développement social de l'enfant. Donc là, je ne parle plus du langage. L'expérience d'attention partagée, d'attention conjointe vers l'objet, de la direction du regard, l'engagement affectif, l'engagement actif de plus en plus sollicité, solliciter l'exploration du bébé, l'exploration visuelle de la scène. Tout ça, ça va stimuler des capacités importantes en développement à cet âge-là, très précocement donc. Et quelque chose qui est central dans les indices sociaux, c'est le retour d'informations en direct à ses propres actions. Ça, on l'a vu dans l'étude précédente, c'est crucial. Les bébés, ils sont très sensibles. Et ça permet de faire de cette expérience une occasion d'apprentissage, une expérience d'apprentissage pour l'enfant. Donc dans la façon dont les adultes lisent au bébé, on dégage un certain nombre d'apports linguistiques et sociaux qui sont spécifiques de cette expérience de la lecture. Comment les bébés se comportent-ils? Comment est-ce qu'ils y répondent? À partir de 3 mois, on constate que les bébés sont attentifs au livre, qu'ils portent un intérêt particulier à la fois au livre et à la personne qui lit pour eux. Et puis cette attention ne va qu'en augmentant, en particulier lors de la lecture avec l'adulte. Ils vont avoir une réactivité verbale, gestuelle, etc., qui va être de plus en plus... Ils vont être de plus en plus acteurs de la lecture. De plus en plus, ils vont pointer, ils vont vocaliser, ils vont démontrer leur attention et leur intérêt. Tous ces comportements, ils augmentent au cours des 3 premières années. Et par exemple, entre 9 et 17 mois, on a constaté que les bébés qui vocalisaient beaucoup pendant la lecture étaient aussi ceux à qui les parents posaient le plus de questions et répondaient le plus en retour. Donc ça montre qu'en fonction du comportement de l'adulte, il va y avoir un impact sur le comportement du bébé. Et l'enfant joue un vrai rôle dans la modification du comportement de l'adulte qui lui lit, et donc dans la qualité de l'interaction. J'ai noté au passage que j'ai trouvé très peu de travaux qui portaient sur la lecture faite par des professionnels dans les lieux d'accueil du jeune enfant comme à la crèche ou autres. Donc, du coup, essentiellement, les résultats des études que je mentionne sont à propos des parents. Mais il n'y a pas de raison que ça ne se généralise pas. Il y a des études qui montrent un impact précoce sur le développement du langage à long terme, c'est-à-dire que, par exemple, à partir de l'âge de 8 mois, il y a un effet sur le développement du langage précocement, grâce entre autres à la dénomination, la répétition de mots et la liaison entre les mots, le mot et puis l'image, l'objet qui est sur le livre. Des études longitudinales ont été menées qui suggèrent des liens avec des capacités de langage plus tard, y compris la lecture, donc l'apprentissage du langage écrit. Il y a par exemple une forte corrélation entre la réactivité verbale et non verbale à 24 mois et les mesures de lecture à 6 ans. Ça ne veut pas dire que c'est un lien causal, parce qu'il y a beaucoup d'autres facteurs qui jouent, mais il y a une corrélation, ça veut dire qu'il y a un lien entre les deux. Donc ce sont des résultats à prendre avec précaution. Il peut y avoir des différences individuelles qui préexistent à la lecture avec les parents, mais il semblerait que la lecture contribue, en tout cas, à la qualité de l'apprentissage de la lecture à 6 ans. Et puis, il y a un impact, bien sûr, sur le développement socio-émotionnel de manière générale. Je l'ai dit, notamment lié à l'attention conjointe, l'expérience d'attention conjointe qui va favoriser la capacité des bébés à soutenir leur attention, de manière générale. Oui. Donc du coup, je vais mentionner très rapidement une étude très récente avec des enfants de 3 à 5 ans. Donc on s'éloigne un peu des bébés, mais
c'est quand même assez jeune, et puis c'est la plus précoce que j'ai pu trouver, qui fait un lien entre la lecture parent-enfant et les habitudes de lecture dans la famille, de manière plus générale, et les réseaux cérébraux qui se spécialisent pour le langage, et notamment pour la littératie, l'apprentissage de la lecture. C'est une étude qui a utilisé l'IRM fonctionnel, qui est une technique d'imagerie, de neuroimagerie. Et elle a démontré que des aires du langage étaient plus impliquées chez les enfants qui avaient le plus d'expérience de livres narratifs à la maison. Alors, c'est un réseau dans le cerveau qui est impliqué dans le traitement sémantique du langage, et notamment dans la compréhension de la narration et la production d'images mentales. Donc ça montre qu'il s'agissait de lectures qui n'avaient pas d'image elles-mêmes, mais que la lecture a évoqué des images plus chez les enfants qui sont habitués à la narration. Les autres aires impliquées sont en connexion avec le système limbique, qui est lui impliqué dans la mémoire à long terme, par exemple dans l'hippocampe, et qui est chargé d'attribuer une valeur émotionnelle aux expériences. Et puis les aires frontales, préfrontales, elles sont impliquées dans les fonctions exécutives et elles sont cruciales pour l'apprentissage. Donc toutes ces aires-là étaient plus particulièrement actives, développées. On peut l'imaginer que ce sont des réseaux qui sont plus développés chez les enfants qui reçoivent le plus d'expériences de lecture à la maison, depuis tout petit, depuis qu'ils sont bébés. Ça a des conséquences concernant les troubles de développement du langage, et par exemple la dyslexie. Parce que ces réseaux du langage qui sont impliqués dans cette étude, ce sont ceux qui vont être recyclés au moment de l'apprentissage de la lecture pour servir à acquérir la lecture. Donc la dyslexie, qui est un trouble du développement du langage qui est assez fréquent, 5 à 12% des enfants, et qui est un déficit qui est lié à l'interaction de facteurs génétiques et de facteurs environnementaux, eh bien, elle peut être modulée grâce à des programmes d'intervention qui impliquent d'organiser dès la naissance, le plus tôt possible, l'exposition à des temps de lecture. Donc ça a montré un impact positif sur l'apprentissage de la lecture chez des enfants qui pourtant sont à risque de dyslexie d'un point de vue génétique, de manière avérée. Je voulais dire un tout petit mot sur les écrans. Je vais faire très vite en 1 minute, et après, je pense que les prochaines interventions iront beaucoup plus en détail. Ça n'est pas ma spécialité, mais moi, j'ai fait une review de la littérature scientifique dans mon domaine sur les écrans. Et ce qui m'a sauté aux yeux tout de suite, c'est que, premier constat, tous les écrans ne se valent pas. Les écrans passifs sont assez généralement condamnés pour les bébés. Par exemple, l'American Academy of Pediatrics en 1999 a interdit les écrans avant 2 ans, recommandé qu'il n'y ait pas d'écran passif avant 2 ans, tandis que des écrans interactifs comme les tablettes, les smartphones, le chat vidéo ont, dans certaines conditions d'utilisation bien particulières, démontré leur capacité à être des outils d'apprentissage, et à condition d'être utilisés comme un support d'interaction sociale en fait. Donc il n'y a pas de secret vraiment. C'est dans le cadre de co-visualisation active, adulte-enfant, et de préférence avec le contenu éducatif le mieux contrôlé, qu'on a pu mettre en évidence chez des bébés l'apprentissage de nouveaux mots, par exemple, grâce à des applications. Donc, comme tout à l'heure pour l'interaction sociale ou pour la lecture partagée, ce qui est important dans la qualité de l'interaction, c'est que le support, que ce soit le livre ou l'écran, soit l'opportunité d'une interaction riche et adaptée, plus qu'une distraction pure. Et très rapidement, mais vous le savez déjà, le nouveau-né n'est pas une table rase, bien sûr. Il a déjà des compétences très importantes qui préparent l'émergence du langage. Les bébés ont une puissance d'apprentissage qui correspond à la plasticité cérébrale qui est inégalée dans le reste de la vie. Leur motivation est aussi quasi sans limite. Et l'interaction sociale, le contexte communicationnel, a un rôle crucial, un impact crucial sur la qualité du développement cognitif. Donc voilà pour les messages principaux.
Comme biblio, j'avais proposé les livres d'Alison Gopnik. Il y a Comment pensent les bébés et le bébé philosophe. Je les ai vus sur la table là-bas. Et puis, je voulais rajouter, pour ceux que ça intéresse plus, le développement du langage, l'origine du langage, etc., L'instinct du langage de Steven Pinker chez Odile Jacob, qui est toujours d'actualité. Et voilà, en conclusion, je remercie le réseau des bibliothèques de Caen-la-Mer et la bibliothèque du Calvados pour l'organisation de cette journée, pour m'avoir invitée, l'agence Quand les livres lient, notamment Léo Campagne à l'Avoine, qui m'a conviée aujourd'hui pour cette intervention, et merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Camilia. Alors, on aurait envie d'échanger. Ton intervention me donne beaucoup à penser parce qu'on est toujours tiraillés entre ces bébés de laboratoire. C'est toujours un peu troublant de les voir. Et en même temps, moi, j'ai envie de remercier les scientifiques quand ils nous aident quand ils nous soutiennent dans les approches qu'on peut avoir avec les bébés, ce qui a pu être observé depuis bien longtemps par les professionnels de la petite enfance, de leur capacité, de leur désir d'apprentissage, de leur désir de vie, qu'on rencontre bien souvent autour des livres aussi, bien évidemment. Merci aussi pour cette petite traversée de ce qui a pu se réfléchir, s'étudier du côté de la littérature autour des lectures partagées. Alors, je ne sais pas s'il y a peut-être une ou deux questions dans la salle, parce que j'imagine que... Il y avait juste un truc moi, que je trouve hyper intéressant, c'est à quel point, à travers ton intervention, on entend bien que le bébé est bien dans le langage avant même la production et que tout ça se fait ensemble de manière simultanée. C'est-à-dire que les étapes dont tu parles, elles sont des indices, mais elles ne sont pas des stades sur lesquels il faut s'arrêter, mais quelque chose d'une progression, d'une dynamique, d'une dynamique, pardon. Et que ça, je trouve que ça laisse de la place pour les bébés pour être très créatifs dans leur propre acquisition de la langue, de leur langue. Et ça, je pense que c'est important parce que quand on leur propose de partager des lectures, c'est aussi ça qu'on leur propose. C'est un espace où eux-mêmes vont devenir lecteurs, enfin sont déjà lecteurs et vont pouvoir exploiter leur désir et leurs envies d'être lecteurs. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions, des remarques, ou pour plus tard. Évidemment, je ne vais pas pouvoir descendre. Je vais bien que vous le fassiez s'il faut. Merci. Bonjour, est-ce que vous pourriez revenir et m'expliquer ce que c'est pour vous quand les parents font de la lecture aux enfants, qu'ils décontextualisent le langage ? Oui, ça concerne essentiellement l'utilisation de mots dans différents contextes. Ils vont rencontrer le mot peut-être à l'occasion de la lecture, parce que dans le livre, il va y avoir un vocabulaire qui n'est pas habituel, qui n'est pas quotidien. Et puis ensuite, le parent va tout de suite réutiliser ce même mot dans d'autres phrases, poser des questions au bébé pour savoir s'il a bien compris de quoi on parlait, et le bébé va montrer ensuite, au mieux, idéalement, réutiliser le mot plus tard, quand il le rencontrera, hors du support, hors du moment de lecture. Bien sûr. Je ne sais pas si ce micro-là marche ou pas. Non, je crois pas. Là, oui, merci beaucoup. Moi, il me semble, effectivement, tu dissociais le contexte familial du contexte professionnel, et je pense qu'il y a beaucoup de choses dans le contexte familial qui se fait de manière assez instinctive, et effectivement de répondre quand l'enfant pointe une image, effectivement, le parent va renommer ou va parler sur l'image, mais il me semble que c'est aussi l'enfant qui sollicite et qu'il faut bien être à l'écoute de ce que l'enfant a envie ou pas de pointer, peut-être pas toujours en faire un temps de pédagogie hard, mais ça c'est mon avis sur la question, mais il ne faudrait pas que les séances de lecture partagées deviennent des grands moments d'éducation à la parole, mais bien effectivement des temps partagés. Enfin, moi j'ai cette petite méfiance, parce que je pense que dans le contexte familial, on fait des choses sans le penser, de manière très naturelle et très instinctive, et très à l'écoute de ce que peut impulser l'enfant. Dans le contexte professionnel, on est dans une adaptation, dans une réflexion. Voilà, donc ce serait une toute petite réserve que j'aurais sur comment on accompagne les bébés dans leur lecture. Et je parle bien de leur lecture. Voilà. Tout à fait. Ce sont des études qui ont identifié ce type d'apprentissage
dans des contextes qui n'étaient pas du tout éducatifs ou quoi que ce soit, qui étaient au contraire très spontanés, dans des familles. Et ils ont enregistré des parents à la maison qui lisent à leurs enfants de manière très informelle. Mais spontanément, ce qu'on observe, c'est que les parents vont avoir tendance à adapter leur langage et à enrichir l'interaction au moment de la lecture dans un sens qui va bénéficier au bébé. Évidemment, le bébé, tout est occasion d'apprentissage pour lui. Ils sont sans arrêt en état de recherche de stimulation et de nouveauté, etc. Ils adorent la nouveauté. Donc, la lecture va être un support particulier. Mais c'est une occasion d'apprentissage, mais c'est pas une occasion d'éducation très formalisée, etc. Non, ça reste totalement implicite. Les bébés apprennent le langage de manière implicite. Ils n'ont pas besoin qu'on leur fasse cours.